Ok, salut à tous, bienvenue dans le Spectrum, l'espion dans la maison, épisode 15. Bloodsport. Le Spectrum, la reine du podcast. Raconte pas ta vie, raconte-nous des films. C'est du full contact. Il y a 3 façons de gagner. Soit vous mettez l'adversaire KO, soit il abandonne et doit crier « maté », ça veut dire « j'abandonne », soit vous arrivez à l'éjecter de l'aire de combat. C'est du gâteau, ça. Gros classique film des arts martiaux des années 80. On va donc parler, comme je viens de l'annoncer, de Bloodsport, a.k.a. Tous les coups sont permis, donc sorti en 1988. Et pour ce film, j'ai donc convoqué 3 invités, 3 combattants qui n'ont jamais raté le DIMAC. KRS, comment tu vas ? Bonjour à tous, je vais très bien, merci. Prêt pour le combat. Prêt pour le kumité. Nous avons un deuxième combattant. Il est venu de très très loin. Il a traversé 2 continents, mais il est avec nous sur Karate Tiger. Il s'est fait remarquer et il est avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, c'est gentil. Merci Memphis est avec nous. Un troisième invité, donc un spécial. Et toi ? Bah écoute, impeccable, voilà, 3 invités. Et donc, on va retracer tous les 3 la rétrospective de ce gros classique, un film des arts martiaux qui, pour certains, est clairement le meilleur film des arts martiaux jamais produit. Alors après, on verra, c'est sujet à débat. Par quoi commencer ? Donc, Bloodsport, c'est un film qui est sorti sur nos écrans de cinéma le 27 juillet 1988. Donc, un petit budget, environ 1 800 000. Vous savez un peu combien de personnes sont parties voir le film à l'époque ? Moi, je dirais 5 millions. Une idée ? 5 millions ? 500 000. 500 000 ? Il y a quand même eu presque 1 million. 900 000 personnes qui sont parties voir le film, sachant que personne ne connaissait encore réellement Van Damme. Donc, quel a été votre premier contact avec le film Bloodsport ? Le premier visionnage, est-ce que vous vous en souvenez ? Peut-être Ramzi ? La première fois, je l'ai vu chez mon cousin aîné à l'époque. Moi, j'avais 8 ans à peu près quand j'ai vu le film. Donc, mes grands cousins collectionnaient les cassettes. Et c'est comme ça que j'ai découvert Jean-Claude Van Damme grâce à ce film. Ok. Donc, Jean-Claude Van Damme, tu le découvres directement via Bloodsport. Son gros classique, quoi. Son gros classique via Bloodsport. Mais après, je l'avais vu une autre fois. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, sur Karate Tiger, mais je ne l'avais pas reconnu que c'était le même acteur. Okay. Et c'est dans Bloodsport, vraiment, où j'ai vu sa facette, sa personnalité, son image. On était abonnés, donc tous les mois, on avait des cassettes qui arrivaient un peu aléatoires. Jusqu'au jour où on a vu cette cassette arriver à la maison. On s'est dit, non, mais attends, puis tu vois la jaquette. Les 2 points tendus, t'as vu. C'est ça, tu te dis, attends, mais c'est quoi ça ? J'en ai pris plein les yeux. La bagarre. Grosse claque. Bagarre, tout sport confondu. Et toi, KRS ? Je l'avais prise dans un vidéoclub et c'est ma mère qui m'avait ramené ça. Je savais pas trop ce que ça donnait puisque je connaissais pas encore Van Damme à cette époque-là. C'est la première fois que je voyais un film de lui. Ok. Et comme d'habitude, on regardait ça en famille, tranquillement le soir. Moi, franchement, je me souviens plus trop. Je suis sûr de pas l'avoir découvert à la télé. Parce que vous êtes d'accord avec moi, il me semble que Bloodsport n'est jamais passé à la télé, même sur la 5 à l'époque. Non, Plus tard. Jamais, hein. J'ai jamais vu la télé. Pas, c'était Même pas plus tard, moi, je me souviens même pas d'avoir... Kickboxer, oui, je me souviens, mais Bloodsport, je me souviens pas du tout l'avoir vu une seule fois à la télé. Il est passé une fois sur M6, mais très tard. 5, 6 ans ou 7 ans après. D'accord, ok. Après que tout le monde l'ait découvert en cassette vidéo. D'accord. Bah, tu Très vois, ça, tard. je savais pas du tout. Non plus. Et moi, j'ai dû le découvrir aussi, je pense, en vidéoclub. Hein. Je l'ai découvert en vidéoclub ou peut-être que je sais que je me souviens bien que je le voyais avec ma famille, mes oncles, férus d'arts martiaux, parce que nous, on avait toute une tradition de films de Bruce Lee. Et donc, forcément, quand Bloodsport est arrivé, mais pour nous, en fait, ça avait une vraie valeur. En fait, c'était nos films d'auteur à nous, en réalité. Et c'est vrai que Bloodsport, il arrivait juste après, en fait, tout l'empire de Bruce Lee. Parce que voilà, Bruce Lee a laissé des clones, a laissé des successeurs qui étaient en réalité pas du tout au niveau. Et c'est vrai que Clairement. quand on a découvert Bloodsport, comme vous, c'était le choc. C'était clairement le choc pour plein de raisons qu'on va évoquer juste après. Jean-Claude Camille Van Warenberg, je fais exprès en fait d'étaler longuement son vrai nom. Donc qui est-il ? En fait, à la base, c'est un jeune bruxellois. Donc là, on est en fin des années 70. Et c'est un rêveur, un chétif. Son père est fleuriste et il décide en fait de l'inscrire
donc à des cours de karaté qui vont être donnés. Donc Ramzy, hein, tu peux Claude Guts. Claude Ouais, Guts, c'est- l'homme à la moustache, en fait, ça devient son sensei. Donc, il l'accepte dans son dojo. Et à ce moment-là, Jean-Claude, à partir de plusieurs cours, en fait, commence à montrer des vraies aptitudes. Sachant qu'en parallèle aussi, il fait des cours de danse. Et il travaille donc sa souplesse. C'est de là que vient son grand écart. Et exactement. Et donc, c'est ce qui viendra par la suite, sa signature, Sa marque de fabrique. sa marque de fabrique. Tout s'enchaîne pour lui. Il commence à prendre un peu plus de confiance en lui parce que c'était ça aussi le but à la base. Hein. C'était pas un bagarreur en fait. C'était pas vraiment le parcours de Bruce Lee qui lui avait été entraîné par Ip Man et qui était un jeune bagarre parce que voilà, il faisait du théâtre. C'est pour ça qu'on l'appelait le petit dragon. Lui, Jean-Claude Van Damme, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pour prendre de l'assurance et confiance en lui. Mais encore une fois, comme je dis, son corps se transforme. Il se trouve une véritable passion pour ce qu'on appelait à l'époque encore beaucoup le kickboxing. Et à ce moment-là, il a un ami qui s'appelle donc Mohamed Kissi, qui est aussi un Bruxellois, qui lui fait plutôt de la boxe. Et ils se rendent compte qu'ils ont une passion commune, en plus du sport, c'est le cinéma. Jean-Claude Van Damme avait été, là aussi, son père a aussi un rôle assez important là-dedans, c'est qu'il l'avait amené regarder notamment le film Laurence d'Arabie au cinéma. Et pour lui, ça a été un premier électrochoc. Ça a été un peu l'élément déclencheur parce qu'à Bruxelles, il pleut souvent. Et donc là, il découvre ce panorama avec ce désert, avec les acteurs. Et là, tout de suite, en fait, ça le projette dans un univers, ça le fait fantasmer. Il est émerveillé et du coup, il a envie d'en être. Et à ce moment-là, il fait des petits films avec son ami Mohamed Kissi. Ils font des petits courts-métrages, donc ils s'amusent ensemble. Et à un moment donné, ils ont une idée folle. Alors, je ne sais pas lequel des deux, c'est viens, on va à Los Angeles. On tente notre chance. Il faut savoir qu'on est en 1979-80. Les États-Unis, c'est très très loin. La Belgique, c'est tout petit. Ils arrivent à Los Angeles. Apparemment, à l'aéroport, ils avaient déjà une connaissance qui venait souvent à Bruxelles, donc un ami en fait de la famille de Mohamed Kissi, un Américain, et qui leur avait dit ouais, ne vous inquiétez pas, quand vous venez, vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Mais tout en sachant qu'ils ne viendront jamais, bien sûr, parce que voilà, c'était des jeunes adultes. Jamais. Et là, ils arrivent à l'aéroport, boum, ils appellent, cabine téléphonique, hein, les portables n'existent pas. Et là, ils tombent sur le gars. Alors, comment ça se passe et tout, ici, chez vous, en Belgique? Ils disent non, mais pas en Belgique, on est à l'aéroport de l'Axe et tout. Voilà, on est là, comment tu vas? Et là, ça raccroche. Alors qu'ils attendaient l'accueil avec la villa, Voilà. la piscine. Et il leur avait dit je vais vous accueillir et tout. Ça, c'est un classique de chez l'être humain. Voilà, donc le gars, il s'est rendu compte que finalement, ils avaient sauté le grand pas. Et donc, du coup, concrètement, ce qui va se passer, c'est que pendant 4-5 ans, ça va être des grosses années de galère pour eux. Ils vont enchaîner des petits boulots, des petits jobs. Ça va être très, très compliqué, vraiment des situations très précaires. Ils vont passer d'hébergement en hébergement. Pareil, là aussi, Ramzy, si je fais des erreurs, n'hésite pas à me rectifier. Okay. Et donc, là, il y a une première porte qui s'ouvre avec Karate Tiger, on en avait parlé. Donc, c'est une production hongkongaise qui tourne un film donc, sur le sol américain. Donc, vraiment un film indépendant. Et ça commence à donner un peu de crédibilité à Jean-Claude. Et à ce moment-là, au détour en fait, d'un restaurant, il provoque la rencontre avec Menahem Golan, donc forcément un des deux producteurs de la Canon, à cette époque-là, qui produit tous les films American Ninja et surtout les films de Chuck Norris. Et Menahem Golan, en fait, est en rendez-vous avec des Asiatiques pour un contrat. Et à ce moment-là, Jean-Claude, il tente sa chance. Il enchaîne un coup-pied, un high kick, en fait, un mawashi. Et là, tout de suite, les Asiatiques, ils sont un peu surpris. Menahem Golan, tu connais, il garde son flegme, il fait le mec pas choqué. Il dit, bon, écoute, vas-y, si tu veux, viens demain dans mon bureau. Et là, une nouvelle porte s'ouvre. Donc, ils débarquent tous les deux dans le bureau, donc avec Mohamed Kissi, hein, qui est aussi toujours là, l'homme de l'ombre. Et ils arrivent dans la secrétaire, ils passent l'obstacle de la secrétaire. Ouais, bonjour, on a mangé hier au resto avec Menahem Golan, gros mytho. Et là, ils vont patienter genre 4-5 heures. Jean-Claude rentre dans le bureau, enfin. Et là, il expose toute sa frustration. On est là, j'aimerais faire un film avec toi, j'ai des uns. Et là, Menahem Golan, il les calcule pas du tout. Enfin, lui, il regarde sa montre, il est dans. En fait, sa tête, elle est ailleurs. Et à ce moment-là, Jean-Claude, il tente son va-tout, son bonus, son arme absolue. Petit filmographie dédicace. Et donc, il fait le grand écart. Ça fonctionne pas. Et Mohamed Kissi a la présence d'esprit d'évoquer un film dans lequel Jean-Claude a joué récemment, qui s'appelle à cette époque-là Hunter, qui va ensuite devenir Predator. Et il dit, mais attends, il a joué le méchant dans Predator avec Schwarzenegger. Et là, tout de suite, ça percute davantage en fait le gérant de la Canon. Il passe un coup de fil et effectivement, on lui confirme qu'il y a un certain Jean-Claude Van Damme qui est crédité. Alors qu'en réalité, Jean-Claude, il a quitté le tournage parce qu'il était dans un accoutrement ridicule, parce qu'il faut savoir que le Predator, en fait, le costume n'était pas encore déjà celui-là. Et donc,
limite, il a les larmes aux yeux, en fait. Et il lui dit, s'il te plaît, voilà, on n'a plus rien, accorde-moi quelque chose. Il le regarde dans les yeux. Vraiment, il est dans un état, en fait, de misérabilisme total, en commisération. Et là, Menel Golan, il le regarde. Et là, il sort le scénario de Bloodsport. Alors, il y a 2 versions. Soit il appelle, en fait, sa secrétaire, soit directement, il le sort de son tiroir et il lui dit, tu veux devenir movie star? Je vais faire de toi une movie star. Et là, t'as Jean-Claude qui lui dit, ah, ok, super, quel rôle? Il lui dit, mais espèce d'imbécile pour le rôle principal. Pour dire dans quel état d'esprit, en fait, Jean-Claude était. Et à partir de ce moment-là, l'aventure commence. Et là, ils partent à Hong Kong pour tourner Bloodsport, qui deviendra un classique des arts martiaux. Et je rappelle aussi autre chose, c'est que je profite de cet épisode parce qu'il va y avoir la sortie du 4K, de la version 4K remasterisée du film, qui va arriver et qui est attendue. Il y a déjà, en fait, parce que les Allemands sont à fond sur Van Damme, ils sont toujours opérationnels. Il existe déjà, en fait, un Blu-ray 4K. Et là, il va bientôt sortir en France. Donc, du coup, c'était là aussi. C'est pour ça qu'aussi, j'avais envie de dédier cet épisode 14 à ce film. Donc, on l'a dit tout à l'heure, un très, très faible budget, 1 800 000. Tourné seulement en 3 semaines. Et le film l'a rapporté environ 50 millions à travers le monde, sachant qu'en réalité, c'est beaucoup plus si on devait comptabiliser le succès au box-office dans les vidéoclubs. Parce que c'est vraiment les vidéoclubs qui ont donné une seconde âme à ce film, surtout en France. Parce qu'il a connu vraiment un succès phénoménal. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu la trajectoire de Jean-Claude, je voudrais voir avec vous les forces de ce film. Moi, une des forces principales, c'est le concept d'un tournoi clandestin. Ce film-là, par rapport, et on va beaucoup parler d'Opération Dragon parce que c'est un petit peu son grand, en vérité, c'est un peu son modèle. Mais la différence, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que cette fois, les combattants viennent du monde entier avec des styles différents. Là où, Le mixar. exactement, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà dans le turfu par rapport même au MMA aujourd'hui. Alors que si tu regardes Opération Dragon, c'est du karaté et du kung-fu maximum. Alors que là, on a plusieurs arts avec des combattants du monde entier. Street Fighter reprendra bien sûr le concept. Ouais, exactement. Tu mets la balle en plein dans le mille, c'est exactement ça. Diverses variétés, divers combats. Et c'est ça Divers styles, en fait. Divers styles, Ouais. exactement. Et c'est ce qui nous a plu. Parce que des fois, il y a divers styles et puis les combats sont les mêmes. Là, tout est différent. Les pays, les personnages, les chorégraphies de combat, C'est ça. la mise en scène, tout a été super bien orchestré. Les bas-fonds. Les bas-fonds, moi j'ai bien aimé. Le côté bas-fond, underground, tu sais, Clandestin. Le combat, le kumité. En fait, c'est cette idée d'un tournoi clandestin qui réunirait les meilleurs combattants du monde, mais en fait, sans aucun aval d'aucune fédération. Les films comme ça, c'était toujours joué par des Asiatiques. Et le fait de voir un blanc, au début, moi, je me suis dit, c'est une fraude, en fait. C'est le premier truc que j'ai eu, pour être sincère. Je me suis il dit, est pas d'où crédible. il y a un blanc, il vient, il tape. On voit chacun des opposants. On voit le Renault en train de casser du coco. J'allais en parler de ça. L'introduction, Intro. elle est extraordinaire. Tu te projettes en te disant, mais chacun va Il va y participer avoir à ça. ce fameux comité. Voilà. Donc, tu les vois chacun dans leur intimité d'entraînement. Et ça, dès le départ, ça t'immerge directement. En fait, tu es immergé dans le film en disant, T'attends oh, là, celui, il est chaud. Tu vois Bolo Yang, on va en parler, qui casse des blocs de glace. Exactement. Tu fais, oh, tu vois. T'as le mec maintenant qui dans Street Fighter, c'était Honda. T'as une sorte de Le sumo. sumo. Exactement. Magnifique. Sous les reins. Magnifique. Ça de blé. Tu vois. C'est énorme. Donc, en fait, pour terminer, en fait, ça m'a fait accepter le fait qu'il y avait d'autres gens qui savaient se battre. C'est un peu comme les Brésiliens au football. En fait, on a toujours tendance à se dire que ça se tape à notre époque. Attention. Exact. Alors, c'était vraiment que les Chinois qui savaient se battre. Depuis, il y a eu Ross Gracie. Depuis. Voilà. C'est ça. C'est un anti-cliché, ce film, C'est exactement. ça. Après, ça dépend sur quelle thématique, hein, parce qu'il y a des choses aussi. dont Ah, on, oui. va parler. On va en parler aussi. Et là où je rejoins Memphis, c'est Van Damme, tout simplement. Parce qu'à ce moment-là, quand moi je découvre le film, je ne le connais pas, je ne fais pas forcément, comme tu disais, le rapport avec Ivan Klaczynski, parce qu'ils sont tellement différents, mais c'est vraiment son opposé total. En fait, c'est Ivan Klaczynski, mais en bien. Son jumeau. Son jumeau, aussi puissant, aussi fort, mais pour le bon, en fait. Tu vois, pour le bien. L'impact, quoi. Exactement, c'est exactement J'avais le double un impact. Très très bien vu les petites références cachées Ouais. comme ça. Dans Karate Tiger. On comprend pourquoi ils sont invités. Volte-face. Volte-face, exactement. Tu regardes Jackie Chan, début les premiers films, tu vois évoluer.
Après, sur Dragon Master et tout, mais au début, tu vois, pareil, physiquement, il n'est pas encore aussi opérationnel. Là, tu vois Jean-Claude Van Damme, tu dis, mais le mec, il est déjà à son max. Il C'est est que son premier film. Il est prêt. Il est beau, il est musclé, il n'a que 27 ans et il a l'air invincible. Moi, quand je le vois par rapport aux autres combattants, je me dis, mais il va tous les dérouiller, en fait. C'est un Tanaka. Une discipline. Une discipline de fer. Il est entraîné par un sacré Shidoshi aussi, un Tanaka. D'ailleurs, l'acteur joué dans Opération Dragon, c'est lui qui fait le moine au début et qui supervise le combat avec Bruce Lee contre Sammo Hung. C'est le même acteur. On le voit aussi figurer dans le jeu de la mort aussi. Avec la doublure de Bruce Lee quand il se fait maquiller dans la salle de maquillage. Ah oui, effectivement. Ouais, exactement, ouais. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il est d'une souplesse incroyable. On n'avait jamais vu ça. Jamais. Dès le départ, il cannibalise l'écran. C'est-à-dire qu'en fait, que les autres, ils disparaissent quand il est à l'image. Ne serait-ce que sur les premiers plans, quand, vous savez, quand il combat, quand il tape un punching ball et qu'il est face à un soldat, et il lui dit, ouais, le général, il veut te voir et tout. Il dit, attends, je vais aller dans ma douche. Tu le vois, tu sais que c'est lui le héros. Comme l'a dit KRS, c'était souvent des Asiatiques. Ouais. Les champions et tout. Donc, on aurait pu dire, c'est Bolo Yeung, c'est le sumo. Mais lui, dès que tu le vois, tu sais, en fait, que ça va être lui le personnage, le protagoniste, en fait, le personnage principal. Donc voilà, ça, pour moi, c'est une force. On le sait aussi parce que sur la jaquette. Oui, bien sûr, sur la jaquette c'est aussi. rendu comme ça. Exactement. Comme on l'a dit, à cette époque-là, il est considéré, pour moi, à juste titre, comme le successeur de Bruce Lee. C'est qu'il va amener justement quelque chose de différent. Autant que Bruce Lee, dans la pop culture, il a amené le nunchaku, il a amené le coup de pied sauté, il a amené le coup de pied avec la hanche en avant. Van Damme, lui, va ramener le grand écart, mais il va aussi amener le coup de pied retourné en grand écart. L'hélicoptère. L'hélicoptère, exactement. D'ailleurs, qu'on trouvera dans Street Fighter aussi avec Ryu et Ken. Exact. Et il va amener aussi donc cette idée de souplesse. Personne ne l'avait jamais fait C'est avant. marque de fabrique. Voilà. Encore aujourd'hui, tu dis grand écart, tu penses à Van Damme. C'est ça. Bah, honnêtement, tu te dis en fait, il a vraiment un visage d'ange. Donc il y a un truc. Ouais. Parce qu'il y a que des brutes. Et donc s'il est là, c'est pas pour rien. Il a un visage trop gentil, donc on sait que Mais on il peut y a avoir, quelque chose. on peut avoir des doutes, mais justement les deux qui prennent les inscriptions, eux-mêmes quand ils le voient rêver, ils y croient pas. C'est vrai. Ils y croient pas et Après, il dit c'est Tanaka de son Shidoshi, nanana. ils veulent une preuve. Ouais. Ils veulent une preuve. Et nous, même, on se dit, bah, putain, ils ont peut-être raison. Peut-être qu'il est pas au niveau. Il y a deux gars de sécurité avant qu'il rentre. Et il lui dit OK, USA. Et t'en as un derrière, quand il regarde Jean-Claude, c'est quoi ce jeune gamin qui vient là? C'est vrai. Parce qu'il a que 27 ans. Le regard qui dit, t'as rien à faire ici, toi. Enfin, Ouais, le regard C'est qui quand même dit, incroyable. c'est quoi ce jeune playboy, quoi? mais honnêtement, quand il lui demande de faire le démac, tout le monde s'arrête. Et tout le monde regarde ce qu'il va faire, tu vois. Même nous, c'est pas ce que c'est. On se dit, mais il va faire quoi? Surtout qu'à la base, il lui propose un truc simple à faire. Et après, l'autre, il l'arrête. Il lui dit non, en partant du pas. Et là, tu t'es dit, c'est comment en fait? Et il ne refuse pas. Quand il refuse pas, c'est là qu'on sait qu'il est capable de tout faire. C'est ça. Et Il quand a la vu- musique, il elle a se vu met en place. Il reste calme, il reste serein. Il se dit juste, ok, tiens, prends ma veste. Pour revenir sur ce que vous disiez, le fait qu'en fait, qu'il était beau, c'était une gueule d'ange avec des skills de combattant. Même quand son père l'avait inscrit, quand il était jeune, Claude Goethe, c'est ça? Il a dit oui. qu'en fait, à l'époque, il était laid, il Ouais. n'était pas souple du tout. C'est ça. En fait, c'est ça qu'il y a, c'est que c'est Il vraiment. était myope. Il est à l'opposé de son destin. Il a dit, je sais pas quoi en faire, recyclez-le moi entre parenthèses. Et ça a été son pari à son entraîneur. Il a dit, ce gars-là, je vais en faire quelque chose. Ça a été son plus gros pari jusqu'à aujourd'hui. Incroyable. Pour continuer sur les forces du film, forcément, bon, on l'a déjà évoqué, mais c'est les chorégraphies de combat. Sachant que le véritable Frank Dux était présent sur le tournage et il a amené aussi sa patte, noté comme chorégraphe des combats. Quand le film a été monté initialement, bah, c'était pas du tout la version qu'on avait nous actuellement. Et les producteurs voulaient carrément abandonner le film. C'est-à-dire que pour eux, le film, il valait rien, il était trop long, les combats étaient pas intéressants. Et à ce moment-là, Jean-Claude, il voyait son rêve finalement, enfin, lui qui avait mis tellement de temps à enfin réussir à accomplir quelque chose, le fait de se dire que finalement, le film va même pas sortir en vidéo. Du coup, il s'est carrément engagé à reprendre le montage du film. Et c'est lui qui a fait le montage à la fin, pendant des heures, alors qu'il n'y connaissait rien. Il a repris en main la table de montage du film. Et c'est lui également qui a eu ces idées-là de rythme. Et surtout, quelque chose qu'on n'avait jamais vu et qui va être repris, mais combien de fois, c'était
les ralentis et les coups dans les 2 axes différents. Ouais, c'est ça. Ça, c'était énervé. Et en fait, aujourd'hui, ça nous paraît évident. Mmh. Mais à l'époque, il y avait des combats avec des ralentis. Bah, tu regardes Opération Dragon quand il met le coup en avant avec O'Hara. Mais il n'y avait pas en fait cet impact du double coup filmé. En fait, c'est le même coup, pardon, mais dans 2 axes différents. Hop, hop. Tu vois, ce bruitage-là légendaire. On se rappelle de Ramsey quand il était ado. On se rappelle de Ah, certaines t'as une bonne mémoire, Jamel. C'est pour ça qu'on est là. Les bonnes mémoires se retrouvent. Voilà, c'est ça. Alors, on n'est pas encore amnésique pour le moment. Après, si tu peux me permettre, Jamel, Mais avec grand je ne vais pas plaisir. m'éterniser sur ce point-là. Mais c'était Mais- époustouflant, vraiment. Les superbement bien chorégraphiés. Vraiment, c'était impressionnant. Tout à l'heure, on a évoqué la superbe scène avec les briques. J'ai eu une anecdote, une confidentialité de la part de Mohamed Kissi qui jouait Swan Paredes dans Bloodsport, qui se fait déchirer le tibia par Bolo-Young Chong Li et qui m'a dit qu'à la base, c'était pas la scène des briques qu'il devait faire dans le film. À la Le base, J-Max, c'était pas les briques. à la base, c'était pas la première scène qu'il devait faire, c'était pas ça. À D'accord. l'origine, il devait prendre un taureau par les cornes et le soulever et le jeter en arrière. Et Mohamed Kissi, il a rigolé, il a dit les gens vont se moquer de vous, qu'est-ce que vous faites? Et il a parlé à Jean-Claude, et Jean-Claude a parlé à Franck Dux, il a dit il faut que tu changes ça. Et c'est là qu'ils ont changé ça avec D'accord. la scène des briques. Voilà. Mais c'est vrai que Mohamed Kissi, il a une contribution, encore une fois, il est resté dans l'ombre. Mais je sais par exemple que l'encadrant asiatique qui leur présente le comité, à la base, c'était même pas un acteur du film, c'était une personne qui faisait partie de l'équipe technique du film. Victor. D'ailleurs, c'est lui qui énonce dans l'introduction que j'ai mis là les règles du comité. Ce gars-là, c'est pas un acteur, c'était un technicien. De Thomas, il a dans la tête. Hein. Et franchement, il passe super bien. Et apparemment, Mohamed Kissi lui a dit ouais, vas-y toi, là tu passes bien, t'es à l'aise, est-ce que tu voudrais le faire? Et le gars a dit bah vas-y, pourquoi pas. Et du coup, c'est vrai que c'est son premier rôle. Je crois qu'on l'a plus jamais revu. Et donc, il lui a tendu comme ça à la perche. Mais tu sais, c'est impressionnant de voir quand on regarde ce film, on se dit mais tout doit être calibré, millimétré. En fait, il y a une grosse part aussi d'improvisation. Et quelquefois, il y a des coups comme ça tu vois, des coups de chance comme ça qui peuvent arriver. Et là, c'est une valeur ajoutée incroyable parce que ce personnage-là, il est quand même super important. Et il apparaît jusqu'à la fin du film. Hein. Il joue bien. Et il Très joue bien. super bien. Il est à l'aise. Très fair C'est play. naturel. Et ouais, non, c'est un bon personnage. En parlant de personnage, on est obligé de parler du boss charismatique, Bolo Young. Sachant que Bolo Young, en fait, à la base, ce n'est pas son nom. Ah, Il tu nous s'appelle apprends quelque chose. il s'appelle Yang Zi. Son vrai nom, c'est ça. Et je crois qu'on en avait déjà parlé, On en a KRS. parlé. Et on en a parlé dans une précédente émission. En fait, Bolo Young, c'était son nom dans Opération Dragon. Mais il a tellement marqué les gens qu'ils m'ont dit bah maintenant, toi, tu vas t'appeler Bolo dans tous tes films. Et ça lui va super bien, Jamel. Voilà. Ah, les amis. Et donc, il joue le rôle de Chong Li dans le générique Bolo Young, mais en fait, c'est pas son nom. Et est-ce que vous savez quel âge il avait dans ce film? Parce que Bolo Young, c'est le seul acteur qui a joué avec Bruce Lee, Brandon Lee. Il a un combat avec Brandon Lee dans un film. Van Damme à 2 reprises, hein, parce qu'il le combat aussi dans Double Impact. Quel âge il avait au moment du tournage du film? 88, ouais, c'est ça. 87, on va dire. Il a dû être tourné en 87. Ouais. Moi, j'irais notre âge, je pense, la quarantaine ou un peu plus. Non, pas autant. Il était déjà plus âgé que Bruce Lee, si je ne me trompe pas, dans mon personnage. Il y avait des gros pecs. Alors, ses pecs, sa manière en fait de les contracter, ça a vraiment joué sur la caractérisation du personnage. Il avait 49 ans. Presque 50 balais. 50 piges. C'est pas incroyable, franchement. Et comment le mec, il est frais. Il était là déjà depuis Opération Dragon. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Le bois ne rend pas les coups. Quand tu mets les deux à côté, tu te dis, ils avaient peur de rien à l'époque, tu vois. Après, je pense que c'était plus un clin d'œil. Mais la voix de Bruce Lee, c'est abusé. Mais, mais voilà. Bolo Young, ouais, voilà, vraiment un adversaire charismatique, vraiment le méchant, badass de fou, sans pitié, qui casse des tibias, qui tue en fait, tout simplement, parce qu'il y a un mort à un moment donné dans le film. Il est souvent filmé en contre-plongée, parce qu'il faisait seulement 1m69. Il est petit. Mais moi, à l'époque, quand je voyais ça, mais je prenais le mec qui faisait 1m90, tu vois. 1m69. C'est quand même un truc de fou, comme quoi, tu vois, la manière de filmer, comment ça peut... Très important. Et c'est la première fois pour nous de voir un Asiatique, surtout à l'écran, dans des films de combat, avec une poitrine aussi large, aussi impressionnante. On n'a jamais vu ça. C'est toujours des muscles secs. Mais lui, c'est vraiment, il sort du lot. Non, mais il est surtout fait. Il y a une proportion au niveau des pecs et des trapèzes. Surtout la scène où il se lève parce que c'est son combat.
et puis il enlève sa tunique, et puis on le voit torse nu. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça dans le film la première fois quand il se lève? Bah, physiquement, c'est du jamais vu. On est habitué à voir des Rambo, on est habitué à voir des Dolph Lundgren qui sont quand même bien bâtis. Mais lui, il est très large. Les adversaires à côté qui regardent. Physiquement, non, il n'y a pas. J'en connais pas un autre qui a le même physique que lui, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il a un physique atypique, mais il est farouche, mais tu sens vraiment qu'il est déterminé, qu'il est mauvais. En fait, il sointe C'est la le terme méchanceté exact. et la brutalité. Il est mauvais, surtout c'est ça. le terme exact, il est mauvais. Alors que, en réalité, pendant le tournage, tout le monde disait que c'était une crème de fou. Et c'est souvent comme ça. Hein. Dès que tu dis couper le mec, il s'amuse avec des enfants, il est gentil, il est attentionné. Dès que tu dis action, transformation, tu vois. Et c'est ça, les grands acteurs. C'est un acteur. Donc, on a parlé de Bolo Yeung, que des scènes, des répliques cultes qui restent dans mémoire. Qu'est-ce qu'on peut citer De Bolo, Non, même dans tout le film, je parle. c'est toi le prochain. C'est toi le prochain. C'est pour ça que ça s'appelle Bloodsport. Dis-le. Pour moi, la première en partant du bas, c'est le coup d'éclat. Et ça, c'est Big Back. À l'étape ici, avec Paco. T'es pas trop jeune pour participer à ce genre de tournoi. Après, il dit, toi, t'es pas trop vieux pour jouer avec ses jouets. Là, c'est ça. Puis il y a la scène aussi quand Ray Jackson, c'est son tour d'affronter Chong Li, Bolo. Et t'as Dux, interprété par Jean-Claude Van Damme, et qui dit fais gaffe à sa jambe droite, vise son estomac, ok? T'as fini de me parler comme ça, on croyait ma mère, sans déconner. Ouais, Swan Paredes, lui, il a compris. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de Karate Champ. Karate Champ, c'est le jeu d'arcade dans lequel ils sont en train de jouer, qui est vraiment l'ancêtre au final de Street Fighter. C'était un peu l'équivalent de... Il y avait déjà Kung Fu Kid à cette époque-là. Et Pit Fighter aussi. Et Pit Fighter, je sais pas s'il était déjà sorti, pas à l'époque du film, mais ouais, Karate Champ, c'est vraiment la projection du comité en jeu vidéo. Du coup, ils sont dans un dojo, ils sont en tenue de karaté. Et pareil, avec les bruitages. Hajime. Watibia. C'est Watibia. Watibia. Ne serait-ce que d'avoir pensé à impliquer cette scène-là, sachant, parce qu'encore une fois, on ne se rend pas compte, mais l'impact du jeu vidéo, elle n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Donc, ce petit clin d'œil-là, aujourd'hui, quand tu sais que le film a donné naissance et a inspiré des Mortal Kombat, des Street Fighter, on peut en citer encore d'autres, même Pit Fighter, je pense aussi. Il y a tellement de jeux. Je sais pas si l'univers de Fatal Fury, vraiment, SNK, ils se sont inspirés. Mais en tout cas, Street Fighter, c'est sûr. Mortal Kombat, alors ça, c'est Johnny Cage, c'est Jean-Claude Van Damme. Maintenant, carrément, il y a vraiment Jean-Claude Van Damme dans Mortal Kombat, parce que maintenant, ils ont carrément eu la licence. Le jeu actuel sur PlayStation, exact. Voilà, c'est ça. Les Fatality, ça vient de ça, en fait. Puisqu'à la fin, Bolo, il prend les mecs et il leur fait d'un finishing. Bien vu. Et Van Damme aussi, pareil, avec le sumo. Oui. C'est une forme de finishing avec son grand écart. Et on reprendra ça dans Mortal Kombat, quoi. Je suis obligé de citer la bande originale. Elle est extraordinaire. Autant on avait parlé de celle de Karate Tiger qui nous avait vraiment marqué. Qui est ma préférée d'ailleurs. Autant celle-là, j'ai des extraits encore dans la tête. Des fois, je peux même m'entraîner à la salle avec pendant le combat. Même pendant les moments dans le bus où c'est un peu plus mélancolique, colle super bien. Elle colle à l'image. Et la course-poursuite aussi. I feel the night. I feel the light. Il n'y a pas vraiment de films qui vont te marquer. Peut-être le dernier, c'était Interstellar. Mais hormis ça, vraiment de bande-son. Puis là, c'est vrai que ça sent les 80s de malade. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de film avec une bande originale aussi impactante. J'en vois plus, quoi. Elle est cohérente, tout se ressemble plus ou moins. On voit que c'est fait pour un film. Exactement, ouais. C'est des compositions originales. Herzog, Paul Herzog, exact. qui a composé, donc il faut lui rendre hommage par rapport à ce travail extraordinaire de composition. Je crois qu'il a dû encore rebosser peut-être par la suite après sur d'autres films comme ça des années 80. Il a encore des projets, des fois ça m'arrive de le suivre ou de discuter avec lui, mais il est toujours en activité. Si vous êtes d'accord, on peut passer maintenant aux réserves. Je suis obligé de parler, donc les années 80, c'était super dans plein d'aspects, mais il y avait aussi un racisme décomplexé. La scène de Jackson. Je vous mets un petit extrait, les amis. Tu veux une interview de moi là-haut, dans ma chambre? Arrêtez, ça suffit. Tu veux pas Hossein? Non, Hossein est trop con. Qu'est-ce que tu dis? Maintenant, je peux vous les plaire si vous voulez. Laisse la dame tranquille. Laissez-la tranquille.
Ah, c'est l'Américain qui fait des tours de magie avec ses briques. Oh, le comité risque d'avoir lieu plus tôt que prévu. Non, surtout du Tais-toi. calme, je suis pas là, d'accord? La fille monte avec moi, un point c'est tout. Ah non, ça il n'en est pas question. Réfléchissez une seconde. Si on se bat tous les deux, on n'aura plus qu'à dire adieu au comité. Eh, toi le chimpanzé, remonte dans ton cocotier. Là, il parle au flic, là. Forest Whitaker. Le seul acteur, on va dire, connu à la base. Mais il était jeune. Il était jeune, mais c'est un de ses premiers rôles et au final, on sait la carrière qu'il a eue. Ouais, et je confirme, hein, Ghost Dog, La Voix du Samouraï. Exact. Superbe film. Il Superbe interprète un film. tueur à gages qui suit le code des samouraïs. Je sais pas si tu as déjà vu ce film, Non. mais je te le recommande. Il y a un côté film d'auteur un peu ennuyant et tout, mais sincèrement, c'est très philosophique. Et le personnage est un personnage new-yorkais solitaire. Il suit son instinct. Voilà, exactement. Ouais. Il habite dans un toit, il est entouré de pigeons dans une cabane. Enfin, il a un côté un peu ermite. Et franchement, Forest Whitaker, c'est vraiment un très très bon acteur. Et du coup, pour en revenir un petit peu à ce racisme décomplexé, cette scène-là avec Jackson, sachant qu'à la base, elle n'est pas en VO, c'est tout simplement une souplesse du doubleur de l'époque, Yves Régnier, qui est le commissaire Moulin. Attention, qui est un très bon comédien doubleur, hein, il a vraiment assuré. Mais il se permettait comme ça des largesses, les mecs à l'époque où c'était open bar. Et sachant encore une fois que dans la version originale, Jackson ne dit pas ça à Forest Whitaker. Intéressant, ça. C'était l'époque un peu juste après, le scooter il est volé, la gaffe. C'était très difficile. Hein. Autant aujourd'hui on dit on n'a plus le droit de rien dire, mais à l'époque on pouvait dire sur certaines communautés normales en fait. Il n'y avait aucun souci, il y avait aucun retour de flamme, c'était normal en fait. Même encore un peu aujourd'hui. Décomplexé. Ouais, même encore aujourd'hui d'ailleurs. Tout le monde en riait. Sauf les premiers concernés. Pour moi, c'était important de mettre ces deux extraits. C'est que l'extrait avec Hossein. Il est d'origine philippine et actuellement, il est professeur. Professeur dans un lycée ou collège aux Philippines. Bah, dis donc, il a changé. Hein. Et non, justement, il est toujours aussi beau gosse, costaud. Dans le Nord. Peut-être. On a affaire à l'imagerie d'un arabe, parce que bon, c'est un arabe du Moyen-Orient. Mais déjà, on entretient le cliché des arabes qui sont en sang sur les blondes. Violents, avec les femmes, agressifs. En gros, tu veux pas, bon là, on peut pas le montrer, mais il lève la main quand il dit tu veux pas Hossein. Pour montrer qu'en fait, qu'il va claquer la jeune blonde américaine civilisée. Et là, en fait, il y a Jean-Claude Van Damme, le gentil occidental, qui en plus propose une solution en disant ne fais pas ça parce que sinon on va être éliminé. Donc j'ai la gentillesse, j'ai aussi le brain. Alors que toi, t'es vraiment un barbare en fait, stupide. Le sauvage. Et t'es vraiment le sauvage. Donc en fait, il y a une forme de déshumanisation. Et ça, quoi qu'on en dise, peut-être pas pour nous, mais pour des personnes qui voient ce film à cette époque-là, ça entretient et ça construit en fait tout un panel en fait d'idées reçues. Et les gens, en fait, se construisent. Quand tu es petit, tu vois ça. T'imagines que dans ces pays-là, les gens se comportent comme ça. Qui sont machos. Qui sont machos, qui sont, comme tu l'as dit, violents, agressifs. Et aussi, autre chose qui est très important aussi de souligner, c'est que, justement, hasard du tirage au sort fait en sorte qu'il va rencontrer Frank Dux. Et si vous vous souvenez, forcément, il perd. Mais après, il a aussi une technique de fourbe. C'est-à-dire qu'il essaie de revenir, en fait, derrière lui. Il veut mettre un coup en traître. Donc, en fait, le mec, il est lâche, il est traître. Il a que des défauts, en fait. Il y a tout simplement le combattant qui, au départ, dans l'introduction, le mec a la technique du singe, il monte bien sûr dans un arbre et il casse des noix de coco, tu vois. Et nous, en fait, avec nos regards de l'époque, on a plus prêté attention à ça, mais on a un peu de recul, tu te dis, mais cette scène-là, elle est dégueulasse, quoi. Quand t'es petit, t'as un petit regard de Nia, en fait. Tu regardes ça, c'est exotique. Mais au final, pour certaines autres personnes, ça les conforte dans leurs idées racistes. À cette époque-là, voilà, les scénaristes, ils pouvaient se permettre ça, normal en fait, sans aucune incidence. Est-ce que vous, c'était aussi des choses aujourd'hui, bon, on est beaucoup plus éclairé sur ces questions-là, on peut être père de famille ou pas, mais est-ce que vous, à l'époque, ça vous avait impacté? On peut nous comparer à des singes, mais on sait qu'on ne l'est pas. On sait qu'on ne l'est pas, donc du coup, on passe au-dessus. Voilà, passe au-dessus. Moi, j'ai pas remarqué parce que je connaissais pas ce truc sur les Arabes. C'est comme quoi ils sont reconnus comme machos, comme misogyne, tout ça, je connaissais pas ça, donc j'avais pas capté. Pour moi, c'est un message, méchant comme un autre. Mais c'est un message quand même. Non, mais ça c'est sûr. Avec le recul, comme il dit, mais à l'époque, moi, j'avais pas capté ça du tout. Et on le retrouve aussi pareil dans Retour à le futur, où t'as les Libyens, ils arrivent, c'est encore des Sud-Américains qui jouent les Arabes. Ils veulent juste tuer le doc et ils parlent entre eux. Ils sont hyper agressifs. C'est même pas de l'arabe qu'ils disent. Ils baragouinent du yaourt. C'est encore un film des années 80. Après, le film, bien sûr, il est légendaire aussi, tu vois, Retour à le futur. Mais voilà, je voulais mettre un petit peu le point sur ce côté décomplexé. C'est pour ça que pour moi, c'est une grosse réserve que j'ai par rapport au film avec le regard actuel.
Ramzi, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses que j'ai oubliées dans le film ou qui sont un peu limites peut-être des Chinois entre eux qui crient, des trucs comme ça. Je sais plus, je me rappelle plus trop. Peut-être des attitudes un peu, tu te dis un peu limite. Peut-être Bolo Young qui joue un Coréen. C'est pas très crédible. Quand t'es Je me Coréen, souviens plus des agresseurs du fils de Senzo Tanaka. C'était quoi comme origine? Il se fait agresser, le petit. Et t'as Van Damme qui vient. Van Damme, quand il va aller rendre visite à son maître Tanaka qui est malade, sa femme le fait patienter à l'entrée, il regarde le sabre et il commence à se remémoriser son enfance. le Et là, flashback, le fameux le flashback. flashback, exactement. Je crois qu'ils sont à l'école, c'est ça? Exactement, ils sont à l'école. Et puis Shingo qui se fait frapper par ses camarades. Et il dit un jour, je rendrai fier mon père. Voilà. Des jeunes blancs occidentaux, là. Oui, Des oui, je jeunes, pense. de mémoire. S'ils avaient mis des Renois, ça aurait été quand même un peu beaucoup, quand même. Quand Van Damme et ses deux potes, entre guillemets, pénètrent dans l'appartement de Senzo Tanaka pour justement voler ce qu'il y a autour, ce sont des blancs aussi. Donc on peut se dire qu'il y a peut-être Une petite balance, un petit équilibre. éventuellement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, là, c'est plus un côté En fait, gardement un peu je voyou. pense qu'ils étaient vraiment décomplexés un peu sur tout, quoi. Tu sais, c'était voilà. Puis c'est là justement que Tanaka a vu que Dux, enfin entre parenthèses Van Damme, Avait du potentiel. voilà, du potentiel. Il avait l'âme d'un combattant. Quand T'étais vaillant ou un truc voilà, de- tu sais la fameuse scène où il prend le katana et il lui coupe la visière de la casquette et il lui dit t'as pas tressailli, t'as l'âme d'un combattant. Après, il y a encore une scène, là, encore une fois, sur des clichés en fait noirs. C'est le combattant blédard qui tombe sur Jean-Claude Van Damme et qui fait le signe comme ça de l'égorgement. Ça aussi, c'est particulièrement ridicule. Le mec, tu vois, il est balèze, il est tracé. Et à la fin, il fait le signe. Tu dis, oh, la suite doit être chaud. Il se prend un coup de pied sauté, il sort de l'arène, c'est terminé. Donc ça rajoute en fait à cette imagerie ridicule. En gros, vous n'avez pas de savoir-faire, vous savez pas vous taper, vous avez que de la forme, que de la semaine. Non, mais c'est un truc. En fait, on rigole. Il y a un côté un peu. Le fait qu'il parle pas aussi. Il parle pas du tout. Parce qu'ils sont déshumanisés. Voilà, c'est ça. C'est vraiment. Et c'est vraiment l'homme à l'état sauvage. Genre, je vais t'égorger, quoi. Mais le gabarit qu'il avait, normalement le combat il aurait dû durer plus que 10 secondes quoi. Voilà, c'est ça. Il Le mec respecte pas. on le voit la première fois, on dit il est balèze quoi. Ça fait rire, tu vois, quand tu regardes ça. Mais pourquoi c'est un Renoir? Pourquoi ils n'ont pas mis un Russe, un Écossais, comme dans Full Contact, tu vois, avec son kilt? Pourquoi c'est toujours les mêmes, en fait? Est-ce que c'est pas parce que tout simplement ça conforte les gens dans leurs idées en fait C'est ça. c'est ce qu'il faut en fait finalement donner t'as une recette tu l'appliques et ils ont appliqué la recette. Parce qu'ils font ça aussi pour plaire à un public. Exactement. Voilà, Ouais. c'est ça. Et donc, on sait que si on va taper sur eux, bah, il n'y aura pas vraiment en fait de retour. Après, heureusement qu'il y avait des figures comme Billy Blanks qui ont forcément redoré un peu le blason et donné une autre image, hein, que ce soit même Williams dans Black Belt et tout ça qu'on avait trouvé dans Opération Dragon. Mais quand même, au final, tu te dis, c'est un peu toujours les mêmes, quoi. Puis quand tu vois le gabarit du gars, il est musclé, il Voilà. est pas Il n'y a il est pas aucune raison pour maigrichon. qu'il se fasse Je trouve défoncer que comme c'est ça, tu vois. sévère qui tombe par terre comme ça, c'est pas possible. Après rappelez-vous bien 2 qu'on mètres. on dit ça aujourd'hui en 2023. À l'époque le fait que ce soit un Américain contre un autre ça passait très bien. D'ailleurs PS entre parenthèses moi à l'époque je pensais que Van Damme c'était un Américain. Bah, comme nous tous. Ouais, je pense tout le monde. hein. C'est pour ça que c'était important pour moi de refaire un petit peu, resynthétiser son parcours. Je vais parler de la Love Interest. Donc, franchement, pour moi, elle est fade, elle est bateau, elle est grave superficielle. Cette journaliste qui tombe amoureuse de Jean-Claude et puis. Aujourd'hui, elle serait très malvenue, quoi. Enfin, genre, en gros, je veux un scoop, mais si tu veux, on peut aller coucher. C'est ça. Ouais. C'est pas très crédible. Vraiment, on sent que c'est cocher les cases d'un scénario. Parce qu'ils se connaissent depuis 24 heures. Je suis à fond derrière toi. Pareil, les agents qui sont contre lui, leur mission, c'est de le ramener. Et tout d'un coup, dès qu'ils combattent contre Bolo Young, ils sont à fond des supporters. Ils n'avaient pas le choix. Ils ont essayé de le ramener, il n'a pas voulu. Et quand il est venu avec le flic qui avait après ses hommes à lui, qui se sont fait tous... Avec les boucliers. C'est ça. Taser, truc de poubelle. Les tasers de l'époque, d'ailleurs. Et encore, il a toujours la bonne idée de prendre le bouclier. Je pense pas que ça revienne comme ça en boomerang, mais bon, tranquille. C'est le mec qui prend un coup de choc, il n'y a pas de feinte. C'est conducteur, tu prends un coup de fer, ça y est, c'est fini. Et puis ce détective chinois qui aide les autorités américaines à retrouver Dux, il faut savoir, c'est le frère de Dennis Chan qui interprétait le maître de Van Damme, donc qui est boxeur. Bon, ça, on y reviendra plus tard peut-être. Ok. C'est des frères. Et actuellement, il est inspecteur de police dans cette même ville où a été tourné Bloodsport. Réellement.
Parce que j'ai un ami qui est parti là-bas à Hong Du Kong. destin de fou. Il a voulu faire le pèlerinage de Bloodsport. Il a rencontré certains acteurs, actrices. Et puis, il a rencontré cet homme-là. Pour moi, il y a un manque de crédibilité justement à ce moment-là, quand ils viennent lui demander main forte à ce commissaire. Normalement, ces pays-là n'aident pas l'Occident, n'aident pas, voilà. L'inspecteur Chen, pardon. Oui, exact. Voilà. Et là, justement, au début, on se dit qu'il va pas les aider. Il dit oui, ok. Et en fin de compte, au final, il revient les voir au restaurant en leur disant voilà, je sais où se trouve votre homme. Et petite parenthèse aussi, vous vous souvenez au restaurant. Les deux agents. Voilà, il dit ouais, vous voulez manger? Non, je mange pas ici. Je mange pas ici. Ensuite, il jette sa viande au chien. Le chien la mange pas non plus. Exactement, ouais. Il y a un message aussi derrière. Ouais, c'est vrai. Et c'est là où tu relis, en fait. C'est pour ça que quand tu revois le film avec nos yeux d'aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y avait des petits sous-textes comme ça. Où... La bouffe, c'est dégueulasse, voilà. tu vois. Ou bien il mange du chien. Et donc le chien ne mange pas un autre chien. T'as capté le délire. T'as justement le black qui, lui, ça a l'air bon et tout, c'est cela. On mange n'importe quoi. Voilà, exactement. Tu vois. C'est fou, en fait, d'avoir cette grille de lecture aujourd'hui. Donc, t'as son collègue qui, lui, de mémoire, il ne mange pas. Et il s'est pas mangé avec les Parce qu'il baguettes. était vegan, il était déjà dans le turfu. Je m'en souviens même plus, toi. Mais le Rwanda, il dit non, ça a l'air bon. Même le chien ne mange pas, le commissaire qui vient, il dit non, moi je mange pas ici, je mange pas là. Tu vois. Après, un autre moment gênant, justement, pour moi, qui a vraiment très mal vieilli et aujourd'hui je trouve très kitsch, c'est la fameuse grimace, en fait, quand il combat Bolo Young. Du coup, franchement, quand il fait avec ses yeux, franchement, aujourd'hui, quand tu revois cette scène, sincèrement, c'est gênant. C'est grave gênant, les grimaces, son visage. Et j'avais vu dans une série, parce qu'il avait fait une série en mode télé-réalité, Van Damme, avec sa famille. Il était en pleurs, il était vraiment bipolaire. C'est vraiment juste un petit peu après l'époque de la coke, où vraiment tu sentais qu'il était très très mal. Il était avec sa femme, il s'embrouillait, il a fait une émission genre télé-réalité. Il est dans la cuisine avec sa femme Gladys. Il dit cette grimace-là, c'était toute la frustration que j'ai eue pendant des années de galère et je l'ai ressortie. Et c'est vrai que quand maintenant il te dit ça et tu vois la scène, en fait, je comprends toute cette... tu vois, c'était tellement difficile pour lui qu'il l'a ressorti à travers ce film. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans cet extrait-là que j'avais vu, c'était assez émouvant quand même parce que vraiment, il pleurait à chaudes larmes. Et je crois que Jean-Claude Van Damme était aussi bipolaire. Il avait quand même des changements d'humeur comme ça, assez brusques, tu vois, et très, très émotifs, très, très hypersensibles. Mais ouais, en tout cas, apparemment, c'était une manière d'exprimer sa frustration par rapport à toutes ces années de galère à Los Angeles avec Mohamed Kissi. Donc, Mohamed Kissi, on l'a dit, hein, qui combat en tant que Suan Paredes et qui se fait littéralement casser la jambe, donc tibia péroné, fracture ouverte. D'ailleurs, c'était super bien fait. Et à l'époque, c'était très, très choquant hein, quand on avait vu ça. C'était assez... et ça contribue encore avec la brutalité de Bolo Young. D'ailleurs, une des scènes, je me souviens, qui m'avait aussi énormément marqué, même dans ma famille, quand je le voyais avec mes oncles et ma grand-mère, que Dieu lui fasse miséricorde, c'était le moment où, en fait, Jackson combat contre Bolo et il pense l'avoir battu. Et il se lève, il fait « Ah, je l'ai !» Et ma grand-mère, à chaque fois, elle regardait cette scène, elle me dit « Mais retourne-toi, espèce de con, retourne-toi !» Et en fait, moi, j'étais petit et je voyais cette scène. Et c'est marrant parce qu'elle avait toujours la même réaction. Tu sais, à l'époque, quand tu regardais des films avec des personnes un peu plus âgées ou des gens qui connaissent pas du tout le cinéma, ils étaient vraiment dedans. Ils vivent le moment. Voilà, ils vivent le moment et à chaque fois, c'était la même réaction. Et ça, cette mise en scène-là, en fait, elle est très simple. Mais c'est vrai que tu lui dis « Mais retourne-toi, elle est derrière toi, il va se lever. » Tu sais, comme tu dis, tu as vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et là, du coup, c'est pas une réserve. Mais c'était un petit souvenir que j'avais. C'était pour rappeler un peu la brutalité. D'ailleurs, il prend son bandana, je sais pas comment on dit là, son bandeau. Une manière de dire, voilà, tu m'appartiens, voilà, je t'ai eu. Quoi. C'était un peu le totem de Jackson d'ailleurs. L'américain. Il est décomplexé. Ouais, décomplexé. C'était quoi un peu? C'était les genres d'américains provinciaux, là, un peu rockers. Redneck, non, on dit? Après, en parlant de clichés, c'est le premier combat qu'il fait contre un jeune, je crois, c'est un américain, le combattant. Très jeune, mince, maigre, avec des collants. Un peu efféminé, plus ou moins. Non, pas trop, mais je vois qu'il sait. Il lui met des coups. Hein. Et après, il lui met une grosse patate avec le poing et il lui casse le nez. Quand il a pris un coup, il a mal pris. Il l'a pris là. Puis à la fin, il lui dit « Relève-toi, ta fiole » pour pas dire le nom, mais voilà quoi. Et bien sûr, on l'a évoqué vite fait, mais Paco, donc le boxeur thaïlandais, c'est en réalité, quand tu regardes bien, un des seuls qui a réussi à toucher Van Damme, mais loyalement. Parce que Chong Li, quand même, il le touche au début.
Après, bon, il perd Il n'a pas le il niveau. perd l'ascendant. Exactement, il n'a pas le niveau. Et il le sait, c'est pour ça qu'il a caché justement le cachet dans son nombril, là. D'ailleurs, l'arbitre qui voit ça aussi, c'est abusé. Là, j'ai revu la scène, je me disais, non, mais là, c'est trop, là. Autant les spectateurs, ok. Il a même pas vu la dent de Hussein qui est tombée sur le tatami. Mais encore une fois, hein, l'élégance et la classe de Van Damme dans ce combat-là avec la musique, quand l'arbitre il fait Hajime, il arrive directement, il se prend un coup de Chong-Li, il cède avec l'arbitre, Il lui monte dessus. Bah il a la décence de le relever. de le relever. Trop de classe en fait, petits détails comme ça qui changent tout. Et la musique, Fair play jusqu'au bout. Lorsqu'il est aveugle, il le prend, il le met derrière lui, il le protège. c'est pour ça que ce combat-là, il est vraiment épique, il est extraordinaire. Pour moi, c'est le meilleur combat de Van Damme en fait, dans tous ses films, personnellement. Après, ça, je peux comprendre que ça peut porter à discussion. Quoi d'autre? Ce film, il a donc lancé la mode des films de tournoi. Je vais en exposer quelques-uns. Un des plus connus, de cette époque-là, des grosses séries B, c'était une suite un petit peu inavouée de Bloodsport, c'est Blood Fight, et qui est réalisé par une équipe japonaise, et Bolo Young, qui s'appelle donc dans le film encore Chong-Li, et aussi le dernier boss. Voilà. Après, c'est pas du tout les mêmes moyens, c'est pas le même style, voilà. Mais c'est quand même un film qui est sorti en 1989. Après, on avait Blood Fist, je sais pas si vous connaissez. Si. Don the Dragon Wilson, qui Oui. était censé être un des successeurs de Bruce Lee. Attention, c'était un bon quand même. Et qui a combattu Denis Alexio, qui jouait le frère de Van Damme dans Kickboxer. Et ce qui est marrant avec Don the Dragon Wilson, c'est qu'il a fait plusieurs films donc, qui ont plusieurs suites, hein, Blood Fist 1, 2, 3, et Le Cercle de Feu, je sais pas si ça vous parle aussi. Je cherche dans DVD. Voilà. Et dans ces deux films-là, il doit tout le temps venger son frère qui est mort. Et il doit combattre dans un tournoi. Ce n'est pas le même film. C'est des scénarios différents. Enfin, c'est des films différents. C'est pas la même franchise. Mais pareil, dans les deux, il arrive, il arrête le combat. Il se retire. Tu connais cette phase-là de je me retire du combat. Et après, quoi, mon frère, il a été tué dans un tournoi clandestin. Et là, il intègre pour venger son frère. Quand j'ai vu ça, j'ai fait non, mais à cette époque-là, tant que la recette fonctionnait, ils en avaient rien à battre, tu vois. Après, on peut parler de Shoot Fighter avec Bolo Young aussi. Et là, Bolo Young joue le gentil. Bien ce film. C'est quand même incroyable. Hein. Je l'ai vu, je le recommande. C'est l'acteur principal ou D'ailleurs, il y a les acteurs de Cobra Kai. Non, c'est un des maîtres d'un des acteurs principaux. Et en fait, à la fin, il vient à sa rescousse. Donc, ça fait très bizarre de voir Bolo Young en gentil. Si je me trompe pas, on peut le trouver sur YouTube. Hein. Plein de films comme ça, Maintenant, de séries B que des tu peux films de trouver combat. en plateforme, en intégralité sur pas mal de sites, ouais. Même en français. Hein. Après, il y a eu des franchises, Bloodsport 2, 3, 4, mais c'était pas le même acteur. C'était comment Bernard ou je sais pas quoi. Daniel Bernard Bernard qui joue quel acteur dans je sais Mortal plus. Kombat? Ils ont fait un peu la même. De Mortal Kombat, il joue Raiden. D'accord. Mais non, Raiden, c'est Christophe Lambert. Dans la continuité, dans une des suites. Oui. Ok, dans la suite. Mais bien sûr, Christophe Lambert est irremplaçable. Voilà. Et après, je cite aussi un nanar de fou, American Shaolin. Je sais pas si tu connais. Ça me parle. Incroyable. Et pareil, c'est aussi un film avec des tournois d'arts martiaux. Le mec se fait démonter aux States. Et puis après, il va en Chine. Il devient un Shaolin, crâne rasé, tout ça. Et il recombat exactement le même mec qui avait des cheveux longs. C'est ça le scénario, en fait. Voilà, vous savez, c'est ça la fin du film. Ça se mesure en 2-3 mots. Quelques petites anecdotes rapides. Il n'y a pas eu aussi le grand tournoi aussi Le grand tournoi, après, c'est bien après, quoi. Ouais, Ouais, c'est vrai, vrai. c'est longtemps après, Mais c'est vrai. d'ailleurs, Frank Dux, c'est là où ça va créer justement une grosse polémique avec Van Damme parce qu'il dira que Jean-Claude Van Damme, parce que c'est Van Damme sur le grand tournoi qui est réalisateur, et il lui en voudra en lui disant que en fait, il s'est inspiré de son concept de tournoi d'arts martiaux. Et c'est là où ils vont carrément être aux tribunaux, tout ça, parce qu'il voudra en fait une part en fait en disant tu as repris mon histoire. Et donc après c'est là où ça a vraiment créé une brouille entre eux. D'ailleurs Frank Dux, alors attends, je crois que je l'ai ici. De 1975 à 1980, Frank Dux a livré 329 combats. Il s'est retiré invaincu avec le titre de champion du monde de full contact, catégorie poids lourd. Monsieur Dux détient toujours 4 records du monde. Dans quel Guinness? La plus rapide victoire par KO, avec 3 secondes de dixième. Le plus rapide coup de poing avec KO, avec 1/12 de seconde. Le plus rapide coup de pied avec KO, avec 115 km/h. Le plus grand nombre de KO consécutifs dans un même tournoi, avec 56 KO. Par ailleurs, Monsieur Dux a fondé la première école de ninjitsu aux États-Unis, le Dux Ryu. En fait, le mec le disait tellement avec de la crédibilité que nous aussi on y croyait.
Ça existe le Dix Ryu? Ouais, il existe. Moi, je sais plus le Dix Mito, mais Dix Ryu. Je sais pas ce qu'ils y font, mais Avec ce qu'on entend, limite, il est plus fort que Bruce Lee. quoi. honnêtement, on y a cru. On n'avait pas accès aux infos. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien du tout. Il a gagné 300. Que des KO. Non, mais il a même réussi à bluffer toute l'équipe du film. Et je me suis même posé la question à l'époque, pour te dire, comment se fait-il qu'un Bruce Lee, on le connaisse, et que Frank Dux, si t'as pas vu Bloodsport, tu sais pas qui c'est. Exactement, ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Mais C'est t'as ça. quand même un palmarès apparemment de malade. Ah non, mais. Il y avait un mec comme ça aussi, Fighter in the Wind. Ils avaient fait un film avec un mec et tout, et il avait un truc de genre Très bon qui était film. vraiment pas connu, tu vois. Donc, parfois, c'est vrai que des fois, Film comme tu japonais. l'as dit, quand t'as pas de. Ouais, c'est ça. Et quand t'as pas. Quand t'as pas Internet et tout, tu peux. Y a plein de T'as mecs pas qui les passent à outils, côté. tu peux rien. Ah oui. c'est- Mais c'est surtout que à un moment donné, il a même prétendu avoir été un agent de la CIA, le mec. Ça, par contre, on peut relever un doute sur ça parce que j'ai entendu par des personnes vraiment qui étaient dans ce milieu-là. D'accord. Ça peut s'avérer vrai. C'est la seule vérité qu'on peut encore lui accorder. Ah, Mais être le un reste- agent de la CIA. Oui. Ok. Parce qu'aujourd'hui, il gère, je sais pas comment on appelle ça, c'est une élite super haute de la grande protection des personnalités. C'est plus haut que le service de commando. Je sais pas comment on D'accord. appelle ça, un truc vraiment Ok. secret. Donc C'est ça, les SWAT de la Voilà. protection. Après, c'est Exactement. possible, bah, ça reste un travail. À partir du moment où tu as les capacités pour et Donc- que tu as les bonnes connexions, c'est Mais bon, possible. CIA, FBI, Mais le tu coup connais. du 326, Quand je dis on relève le doute, c'est 50%, mais c'est Ouais, la voilà. seule crédibilité qu'on peut lui dire peut-être que c'est vrai. Alors, ouais, bon, ok, on va lui accorder le bénéfice du doute. Voilà. Quelques petites anecdotes encore. C'est vrai que le film, à la base, il devait s'appeler Kumite avant de s'appeler Bloodsport. Ça, oui, ça, je me souviens. Ouais. Et que ça devait être l'acteur de American Ninja, Michael Dudikoff, Dudikoff, exact. qui devait interpréter à la base le rôle de Frank Dux. Il Avant aurait que- été bon aussi dans lui. Parce qu'il Il aurait pas été, ouais, il aurait été pas mal. Hein. Pareil, parce que c'était un acteur récurrent de la production de la filmographie des Canon, quoi, Canon Group. Une petite anecdote un petit peu plus personnelle. On sortait un petit peu de cette époque de tournois de films, et en France est arrivé les tournois d'arts martiaux, beaucoup, et carrément on a vu après des films documentaires qui sont sortis en vidéoclub, notamment en fait les Ultimate Fighting. Oui. On s'en souvient, Oui. qui étaient vraiment tirés. En gros, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont vu les films, ils se sont dit, bah, et si on le faisait réellement? Donc au départ, il n'y avait même pas de catégorie. Ça pouvait être poids léger contre poids lourd, et voilà, les Tous les premiers, coups sont permis. voilà, et les premières versions comme ça s'appelait les Ultimate Fighting, donc c'était tout en anglais, et carrément, des fois, ça se vendait sous le manteau, des fois de manière clandestine, et même après, par la suite, au sein de vidéoclubs. Et c'est vrai que ça a créé quelques vocations, puisque je me souviens d'une personne qui est autour de cette table. Donc, nous sommes en 1998, ce jeune homme a 20 ans. Non, un peu plus, un peu moins, c'était. En 96. 95, On était en 96. Donc, le premier Ultimate Fighting était sorti en 94. Apparemment, il s'en rappelle bien. Donc, nous sommes au quartier, tous les deux, et le gars me regarde avec le même regard qu'il a actuellement, et la même verve et la même assurance. Il me dit, écoute-moi bien, en 2 ans, je m'entraîne, je le fais normal. Je le regarde, je me dis, bon, un peu comme Van Damme, il a dit, tu vois, dans Love Story à Aziz, il a des yeux de tigre, tu vois, il est arrogant, il est plein de force, tu vois. Et je me dis, il a envie de croquer le monde. Je dis, non, mais écoute, ces gars-là, toute leur vie, ils se sont entraînés. Tu vas pas réussir. Et lui. C'était en un an, et je me souviens que toi et moi, après, on s'était pris la tête parce que tu te foutais de ma gueule. Il était à fond. Sûr de moi, j'étais sûr Donc de attends, moi. pardon. C'est-à-dire, il a même dit 1 an, même pas 2 ans. Il a dit 1 an, je le fais, je le gagne. Donc en gros, et je ne romance rien. Donc ça veut dire, écoutez bien, le mec, il a 17 ans. Hein. Il est en train de te dire que s'il s'entraîne pendant 1 an, il gagne. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, il est au même niveau que les mecs. En fait, tu vois. Et 6 mois après, il les domine. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Un petit 10-12 ans plus tard, il est venu voir, il m'a dit, je crois que tu avais raison, en fait. C'était En fait, honnêtement, à cette époque-là, c'était vraiment clairement poche vide. Mais si j'avais eu les moyens de. Oui, parce qu'il y avait une bourse, exactement. Si j'avais eu les moyens de pouvoir partir à l'étranger et vivre là-bas pendant un certain laps de temps, je l'aurais fait. Ouais. Je l'aurais fait. Très revenu. Ouais. T'avais le gabarit déjà en plus. T'aurais pu. Non, enfin, physiquement, en nous revoyant, on était des gamins, on avait quoi, 16 ans, 16, 17 ans. J'ai toujours connu costaud, comme.
Mais non, la vérité, j'étais vraiment chaud. Et le fait qu'il était ce rire, là, tu vois. Et le pire, c'est qu'il prenait les gens à témoin. Vous savez pas ce qu'il a dit? Ah, c'était toute une époque. On va passer maintenant au... D'ailleurs, il y a un film là qui va s'appeler The Last Comité qui va sortir, parce que j'ai parlé des comités. C'est un film qui a été réalisé par un Allemand, un fan, dans le cadre en fait, d'un financement participatif, qui va reprendre pas mal de stars de l'époque, donc notamment Billy Blunt, Kurt McKinney de Card Tiger, Mohamed Kissi. Ça a fini le tournage. Voilà, le tournage est terminé. Le film s'est tourné en Allemagne. Exact. Avec un réalisateur, je crois que c'est son premier film. Je crois que c'est un mais Allemand, un fan, qui- vraiment un fan de... C'est du jeu ou pas? Voilà. Il y a Ah. la bande-annonce qui est sur YouTube, Oui. de Last Comité. Il y a Cynthia Rothrock aussi. En fait, c'est un peu un Expendables des anciennes gloires comme ça, des films d'arts martiaux des Tout à années fait. 80. Il est bien fait. C'est vraiment un film C'est- très nostalgique, tu vois. C'est bien fait. Il a rassemblé pas mal de célébrités des années 80, 90 qu'on a évoqué tout à l'heure de différents films. Billy Blanks, Ouais, qui c'est figure ça. dedans. Kurt McKinney, comme tu l'as souligné, Jamel, Card Tiger, Jason. Cynthia Rothrock aussi. Cynthia Rothrock, qu'on a connu aux côtés de Sam Long, si je ne me trompe Ouais, pas. entre autres, ouais. Entre autres. Ouais, bon, après, je pense que c'est un film qui surfe un peu sur cette vague nostalgique et je pense qu'il faut plus le regarder comme un divertissement et un petit clin d'œil comme ça pour retrouver une connexion émotionnelle. Mais je pense que ce soit en termes de budget, que ce soit en termes de mise en scène, sans bien sûr porter préjudice à toute l'équipe et à la production, parce que c'est vrai que c'est des passionnés qui font les choses avec le cœur, mais je pense que ça se regarde plus un peu comme une série B classique et un peu comme des clins d'œil, des références. Donc voilà, et c'est un film qui a été financé par des jeunes, par des fans, hein, tu C'est vois. un film qui peut nous plaire à nous, anciens. Exactement. Surtout. La nouvelle génération peut s'y retrouver. C'est ça. Ouais, c'est, à mon avis, ça va plus plaire à un certain, certains spectateurs qui ont Oui. connu cette époque d'âge d'or, en fait. C'est ça. Et c'est plus un clin d'œil comme ça. C'est un clin d'œil. C'est un Ouais. retour qui nous rend. Un peu comme un Expendables, mais C'est ça. Expendables, il y avait quand même derrière de la prod, il y avait Stallone. Il y avait... Oui, oui. Et les premiers ont cartonné, hein. Je crois le premier, après le deuxième, après pour le reste. C'était quoi, une Ouais, quinzaine? après, ça va plus. hein. Et le dernier, apparemment, c'était un flop pas possible. Est-ce que c'est votre meilleur film de Van Damme? C'est Ouais. quoi ton meilleur film de Van Damme? Mon meilleur film de Van Damme, c'est pas un film 100% arts martiaux, c'est un film. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est plus en jeu d'acteur qui se distingue, c'est Full Time Contact. Cop. Time Cop. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce film. Bah, je crois que c'était un de ces films qui a plus cartonné au box-office, hein, il me semble. hein, Time Oui, Cop. il a rapporté Ah ouais, une sacrée Time Cop, recette. c'était... Ouais, une grosse recette. Il a Ouais, fait. ouais. Moi, c'était Universal Soldier. Ok. Avec Dolph Lundgren et le sacré collier. Sacré film. Ouais. Ah, Il y en a eu des suites aussi. Hein. Mais après, je te dis, c'est mon préféré. Je les aime tous, moi, Kickboxer, Cavale sans issue. Il a son charme, hein, Cavale sans issue. Hein. Il marre. Enfin, pour moi, il est marrant aujourd'hui. parce que- Je l'ai revu il n'y a pas longtemps avec le frère de celui qui joue dans Full Contact. Malone. Full Contact. Pour moi, personnellement, Full Contact, c'est vrai. Je l'ai vu récemment. C'est Léon. celui qui a le moins vieilli. Il est impressionnant, ce film, parce que il joue, en fait, déjà, son scénario, il est solide. Et il y a un côté social. Et il joue très bien dedans. On voit qu'il a eu quelques années, tu vois, il a pu, en fait, un petit peu s'améliorer avec les cyborgs, tous les films qu'il a fait avant. Et du coup, voilà. C'est un sous Mad Max. Hein. Mais franchement, Full Contact, encore une fois, je l'ai revu en VO, extraordinaire. Parce qu'en VO, il parle en français quelquefois avec sa famille. J'ai donc redécouvert le film. Il y avait aussi des scènes supplémentaires que j'ai pu découvrir. Mais et puis l'amitié qu'il y a dans ce film avec le Renoir. le SDF. Voilà, lui, il joue super bien. C'est du poulet. Voilà, là, c'est extraordinaire. Lyon, j'ai tout misé sur toi. Bon, Joshua. Joshua. Il joue, Harrison Page. voilà, il joue très très bien, Joshua. Et pour moi, ouais, encore une fois, quand tu revois les autres, ils nous ont beaucoup vieilli. Ils sont en fait très très ancrés dans une époque. Celui-là, limite, tu as l'impression qu'il aurait pu être tourné hier, sans bien sûr les téléphones portables, tout ça. Mais l'histoire de fait de pouvoir aider quelqu'un de sa famille, donc sa belle-sœur et tout ça, c'est très touchant, tu vois, même avec la petite et tout. Non, franchement. Et puis, c'est du sucre. Tout simplement. Comment j'ai pas pu commencer par ça? Moi, je te rejoins, Jamel, parce que j'allais dire justement la même réponse. Et je Full pense que je ferai un spécial Full Contact. Moi, c'est pareil que toi. C'est Full C'est Contact du sucre. aussi, parce qu'il m'a touché, le film. Et puis, j'ai regardé presque Je tous l'ai les revu en films. Blu-ray, hein, franchement, extraordinaire. Et j'ai regardé tous les films quasiment de Van Damme avec mes parents.
Le seul film où j'ai vu mon père avoir une larme à l'œil et touché, ému, c'est Full Contact. Ouais, tu vois. Il y a beaucoup d'émotions dans ce film. Même la Parce fin que du ça fait- film. ça La fait fin, pas- ça elle est fait penser à nos inattendue. hein. parents. Ça fait penser à nos Ouais. parents qui quittent leur pays, qui Bah, t'as son qui frère galèrent. qui est en train de cramer, qui dit Sur le ouais, monde. le nom de son frère, tu vois. C'est vrai. C'est- C'est Ouais. très, très touchant, c'est poignant. Et puis les combats, ils sont super bien Et puis chorégraphiés. l'amitié. Et puis l'amitié L'amitié qu'il avec a avec Joshua. Joshua. Kinnaird, ouais, voilà. Pour moi, Joshua, c'est vraiment l'un des mecs qui ramène le C'est- plus d'émotions dont tu Ouais. parlais, en fait. C'est ça, en fait. Et puis même, quand c'est il se serre crédible. les bras à la fin du combat d'Attila, il pleure et Ouais. le gars, il Ouais, dit ouais. je suis là. Parce c'est- qu'il lui a pas fait. Bon, on va pas Magnifique. spoiler, mais. Magnifique. Mais en tout cas, ouais, non, il est extraordinaire. Et puis encore une fois, à la fin, le retournement de situation, on va pas le dire pour ceux qui n'ont pas vu le film. Ou peut-être qu'il y en a, ils l'ont vu, mais c'est assez vague. Mais le fait de le redécouvrir en haute définition, franchement, et en VO, hein, j'insiste, hein, parce que quand j'ai vu des scènes en français, quand il parle avec la petite, avec la vraie voix de Van Damme, parce que tu sais, c'est une famille française. Du coup, j'étais vraiment surpris. J'ai dit non, mais en fait, le film, il reprend une autre valeur ajoutée, tu vois. Et encore une fois, les combats. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeux vidéo aussi, pareil. Hein, ils ont repris les sets, les décors et tout ça. Franchement, c'est incroyable. D'ailleurs, Donc, Van Damme aime jouer les déserteurs, en fait, Mm. dans les films. Ouais, Les exactement. Légionnaires, Ouais, il y a c'est vrai. ça, il y a bah, il fait un Bloodsport. C'est vrai. Mm. Là, c'est vrai. Il y a toujours des gens qui sont à ses Qui trousses. sont- quoi. Ah là, c'est ça. Mm. Ah non, franchement, énervé ce film. Il faisait partie de mes 2 recommandations. Donc, Full Contact, sorti en 1990, réalisé par Sheldon Lettich. Et mon deuxième film, c'est Piquant. Best of the Best. Ah, je vous ai sorti The une Best, petite pépite pas mais connue. il n'y a pas Van Damme dedans. Non, il n'y a pas Van Damme. J'ai dit un film d'arts martiaux. Best of the Best avec Best of the best. Eric Robert. Ouais, c'est- Eric Robert, acteur principal. J'aime tes yeux qui pétillent, frérot. Merci, frérot. Et tu le Eh, sais, Jamel. il est caché, ce film. hein. Il est vraiment lourd. Film de taekwondo qui met en prise l'équipe américaine et l'équipe coréenne. Là aussi, une fin inattendue de fou. Les combats, ils sont Non, je vais extraordinaires. le revoir, celui-là. Avec Eric Roberts, à l'époque, il m'avait touché. Et je pense que là, si je le revois encore en haute définition, je vais encore plus l'apprécier. Tu vois. Best Et of tu the sais best. que Jamel. Il y a eu plusieurs suites, hein, mais on parle du premier, bien sûr. Mais tu sais, le combat final dans Best of the Best, l'Asiatique et américain qui affrontent un Coréen sont, dans la réalité, 2 frères. Qui a le, Oui, le ban- oui, qui a le- exactement. qui a l'œil bandé. Ah, donc sont ils des sont l'un réels contre frères. l'autre. Sont des vrais frères. D'accord. Ce sont des frères alors qu'ils combattent l'un contre l'autre. L'un contre l'autre. Dans la vie, ce sont des frères. Ah, tu vois. Le Kakato. Donc, dans les deux books Kakato, ça vient de Best of the Best, frère. Parce qu'il y a eu un Kakato dans Oui. le film. Et il y a une Pour ceux qui ont envie de remise, voir. Mais- une remise d'épaule Voilà, exactement. légendaire. Tu vois, Ramzi, est-ce que toi, tu aurais un ou 2 films à proposer aux auditeurs qui voudraient découvrir comme ça des petites pépites méconnues? Un film de. Film de tournoi d'arts martiaux, vraiment. Tournoi d'arts Vraiment martiaux. de cette époque-là qui s'éloigne du nanar. Hein. Vraiment un film où tu te dis, ah, finalement, il y a quand même des aspects intéressants. Le grand tournoi. Le grand tournoi? Ouais. Ok, d'accord. Grand tournoi. Et Grand toi, tournoi, c'est pas mal. Ouais, toi, tu l'as dit, grand tournoi aussi, Oui, pareil. J'avais parlé tout à l'heure. Ouais. En fait, ça, c'est que ça dépend si tu parles uniquement de cette époque des 90. Moi, je te parle de Overall. toutes les époques, enfin, Moi, même maintenant. pour moi, avec Donnie Yen, il y avait Flashpoint et Satsupo Long. Je vous conseille ça. D'accord, Mm. ok. Après, si vraiment on devait prendre toutes les époques aujourd'hui, un film d'arts martiaux, enfin de Ouais, fac qui m'a vraiment piqué quand il est sorti, c'est Hong Bak. Hong Bak. Surtout le premier. Bah non, je te parle que du Oui, premier. énorme. Entre Bloodsport et juste avant, bon, il y avait notre regretté Bruce Lee, le dragon. Entre-temps, il y a eu un film pour ceux vraiment qui adorent les arts martiaux qui s'appelle La main de fer, qui était le meilleur film de Kung Fu après la mort de Bruce Lee, interprété par Lolier. Quel acteur, Jamel, quel acteur. Ah, non, c'est un gros acteur. classique, ce film-là. Merci encore à vous. Merci également aux auditeurs et auditrices qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voilà, en tout cas, merci pour vos retours. Ça fait très plaisir et c'est ce qui nous donne aussi la force de pouvoir vous donner du contenu de qualité. En tout cas, on l'espère. Merci à toi. À bientôt, salut. Qui que tu sois, on arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois.